Bonjour. Bonjour à tous. Je vais attendre des petites réponses dans le chat. Bonjour, merci beaucoup Frédéric, bonjour. Pour commencer, moi je vais me présenter, je m'appelle Jenny, je suis la chargée de communication de Aleph. Et c'est juste pour vous dire que le webinaire va durer 1 heure, mais à la fin, on aura 20-15 minutes de questions-réponses. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat, on y répondra à la fin. Si vous voulez également la présentation et les slides, je vais noter mon adresse email dans le chat et vous allez m'envoyer un email et comme ça je vous enverrai par la suite le lien pour la présentation. Et si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis également dans le chat. Et je laisse la parole du coup aux intervenants. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je suis Nicolas Hernandez, je suis le président d'Aleph Networks. Donc, je vais vous présenter la première partie, qui est plus une introduction à quoi sert la threat intel, quel métier l'utilise. Et puis ensuite, je passerai la main à Victor pour l'aspect juridique. Victor Raffo, moi je suis le DG d'Aleph et je vous présenterai principalement les enjeux légaux et les risques et l'ensemble des consignes qu'il faut respecter pour être dans le cadre de la législation européenne et française. Bonjour à tous, moi je suis Jérôme, je suis en charge de l'activité commerciale, je travaille directement avec Victor et puis avec Nicolas évidemment. On abordera plutôt les pièces que l'on peut trouver dans le dark web, les risques qu'ils engendrent pour les organisations. Et ça nous permettra de boucler ce sujet-là. Donc là, déjà, ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, quand on parle de threat intel ou de cyber threat intel, on a souvent, historiquement, l'habitude de se regarder le nombril. C'est-à-dire qu'on considère historiquement que quand on fait une analyse, pour identifier les différentes menaces qu'on peut identifier grâce à l'information, de se centrer sur les menaces directes. Or, depuis quelques années, il y a un gros changement de paradigme sur le numérique qui fait qu'en fait, il y a une interconnexion très forte entre la structure, le système d'information et tout l'écosystème des fournisseurs, des clients et des partenaires. Donc, ce qui fait quand on rentre dans une démarche threat intel, on a une nécessité de regarder un petit peu les choses différemment, c'est-à-dire ne plus regarder que cette notion de système égocentré, et de vraiment ouvrir et de se poser la question de l'écosystème, c'est-à-dire toutes les interconnexions et les dépendances que je peux avoir qui font que ma structure fonctionne bien. Donc cette notion d'analyse de menace, on va devoir l'étendre à tout l'écosystème informationnel et opérationnel d'une structure. C'est exactement ce qu'on retrouve pour l'État, historiquement, avec l'apparition de la notion d'OIV, d'organisme d'importance vitale, c'est-à-dire qu'est-ce qui permet à l'État de tourner, et donc il n'y a pas que l'État. Et en fait, ce principe-là qui existe au niveau étatique a été reporté dans la threat intel, mais pas que. Et aujourd'hui, on a cette nécessité-là et ce changement méthodologique
à regarder, à se poser la question de la menace, non plus de manière systémique, mais écosystémique. Donc c'est un grand changement de paradigme. Et on va voir comment est-ce qu'on peut résoudre cette problématique-là et comment est-ce que la threat intel a mûri et a changé un petit peu avec cette modification de paradigme. Là, ce ne sont pas mes slides, mais ce n'est pas grave, on va faire avec. Ce qui est super important, c'est de voir que dans cet écosystème-là, on va regarder ses fournisseurs, ses clients, mais regarder l'entreprise aussi comme un composé de plusieurs entreprises. Ce qu'il faut bien comprendre en threat intel, c'est que ça va adresser plusieurs métiers. Pour sécuriser cet ensemble-là, on va faire appel en fait à 4 grandes zones de prise d'information qui sont plutôt du numérique, donc qui va correspondre plutôt à de l'OSINT au sens commun du terme. Et on va avoir différents métiers qui sont touchés. Dans la threat intel, on va avoir tout ce qui est intelligence économique, renseignement d'affaires, intelligence stratégique, mais aussi la cyber. Et selon ces 3 métiers, on va pouvoir regarder cette notion de menace de manière complètement différente. La grosse différence, c'est que dans un métier de renseignement d'affaires, on va se préoccuper de toutes les informations stratégiques et de savoir, à partir de ces informations-là qui me sont propres, qu'est-ce qui est sorti pour identifier les menaces en termes d'exploitation de ces informations, mais aussi attraper des informations sur l'écosystème externe qui va pouvoir produire des menaces sur mon écosystème. Et dans la cyber, il y a une particularité, c'est qu'historiquement, on a toujours cette phase historique, on est très centré sur le système d'information. Or, c'est une erreur. Dans le monde moderne, la cyber, on pourrait remplacer ce terme par la notion de numérique. Et si on change ce terme-là, on a une vision qui est radicalement différente. C'est-à-dire que tout élément numérique à l'extérieur du système d'information va pouvoir générer une menace. Donc, historiquement, dans la cyber, dans ce qu'on appelle la CTA, on est très centré sur ce qu'on appelle les IOC. Ce sont tous les éléments qui font partie du système, qui ne font pas partie du système, des adresses IP de hackers, des sites qui propagent des virus. Donc ça, on va les identifier et mettre une barrière. Mais ce n'est qu'un des pans de la CTI, et le monde moderne nous impose à se poser non pas seulement des questions sur les menaces sur le système, sur le filtrer, mais aussi sur toute la structure. C'est-à-dire que le numérique peut toucher hors numérique. Et ce qui est hors numérique peut être touché par du numérique. Dans le monde de la défense, on a 2 termes. Hein. On a ce qu'on appelle le ROC et le RIC. Le renseignement d'origine cyber, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux avoir comme information à partir du numérique. Et le renseignement d'intérêt cyber, c'est qu'est-ce que je peux avoir comme information qui va pouvoir menacer mon système numérique. Donc on a les deux aspects dans le monde de la défense qui sont en train de se déployer dans le monde du B2B, dans le monde privé. Donc, je vais laisser Victor prendre le relais. Oui, on va parler un peu de données et de la méthodologie, puisqu'on est contraint par de la réglementation sur la donnée elle-même. Et ce n'est pas parce que vous faites de l'OSINT et que la donnée est librement accessible qu'on peut en faire un peu tout et n'importe quoi. Déjà parce qu'on va trouver des données qui seront à caractère personnel, donc il y a bien sûr le RGPD, mais il y a aussi le code pénal. On a de la donnée qui va être protégée par le droit d'auteur, et on voit que dans tout ce qui est intelligence artificielle, l'IA Act met en garde sur le fait de ne pas rémunérer ou de ne pas respecter le propriétaire qui a généré le contenu. Et puis, on a de la donnée protégée par du droit sui generis, qui est celui du droit des bases de données, et toutes les données qui sont couvertes par le secret industriel, secret professionnel.
On va penser aux avocats, on va penser aux comptables, on va penser aux banquiers, aux investisseurs, et puis tout ce qui va être secret d'instruction ou secret de la correspondance. Toutes ces données, elles sont accessibles, mais on ne peut pas forcément les utiliser comme on le souhaite. Et la Cour de cassation l'a récemment rappelé, notamment dans une relation employé-employeur, en confirmant la condamnation à la fois du directeur de la Sûreté qui avait passé des commandes sur des enquêtes sur du personnel et l'enquêteur lui-même qui avait fait ses rapports d'audit sur ces personnes, où la donnée avait été collectée en open source, mais de façon illégitime par rapport à la volonté des personnes qui avaient publié ces données. Et la condamnation, elle est lourde, hein, on parle de sanctions de prison en plus d'amende. Ça, c'est pour le volet de la caractérisation des données à laquelle on va se retrouver confronté. Une fois qu'on a posé ce premier paramètre, va se poser la question de la collecte de la donnée et de ce qui est réellement ou pas en open source. Ce qui est en open source, c'est assez simple, c'est lorsque le diffuseur de la donnée l'a volontairement mise à disposition de tous. Ça veut dire que dans le clear web, qui est la partie la plus utilisée, on a des organisations qui volontairement publient avec des responsables d'édition, donc c'est de l'information qui est volontairement mise à disposition et qui est accessible. L'information grise, qui est vraiment la spécialité d'Aleph, ça va être d'aller collecter de la donnée d'une façon très particulière, on y reviendra, sur de la donnée qui est en libre accès, volontairement mise à disposition, mais pour lesquelles ces données sont issues du recel, de vol, de ransomware, de diffusion de données, sans avoir l'autorisation des propriétaires. Donc, dans cette zone d'information, si on est le propriétaire légitime ou si on a un mandat du propriétaire légitime, on est tout à fait en mesure d'aller rechercher ces informations si on se limite aux informations pour lesquelles on a le mandat ou pour lesquelles on est bien le propriétaire. Ce qui est totalement illicite, c'est d'aller commettre un acte illégal pour récupérer de la donnée. Bypasser de l'authentification forte, faire du hackback, faire en fait une forme d'illégalité dans le moment de la collecte d'informations. Alors, l'information noire, elle n'est pas totalement inaccessible. On pourra la faire dans le cadre d'un régime très particulier, mais on devra se concentrer uniquement sur les données dont on est le propriétaire. Donc, il faut bien avoir cette notion de ces trois types de sources d'information, puisqu'en fait, non seulement dans le mandat et dans la mission que vous allez confier avec votre prestataire, que ce soit un logiciel ou que ce soit du service, si jamais le logiciel ou le service vous procure de l'information issue d'une information noire en dehors du cadre de la RIFI ou en avance de phase de la RIFI de la CNIL, on reviendra sur la RIFI de la CNIL, vous allez vous retrouver vous-même et votre prestataire dans l'illégalité, illégalité au sens du RGPD, mais aussi au sens du code pénal, puisque vous feriez du recel de données. Et là, c'est pareil. En plus, si c'est fait dans le cadre de sociétés ou d'organisations, ça sera considéré comme de la bande organisée et les sanctions seront encore plus lourdes. Alors, les risques juridiques que vous-même ou votre prestataire risque, hein, c'est bien sûr le recel. Mais pour faire du recel, ça veut dire qu'on a déjà collecté la donnée de façon illégale. Et là, on a un risque de cumuler un accès ou un maintien frauduleux au stade, voire une entrave au stade, voire de l'extraction, de la détention, de la reproduction, de la transmission, de la suppression de données. Et donc là, on voit bien que le code pénal est très clair, la juridiction n'est pas du tout floue, et il faut s'y référer et vérifier que l'ensemble des prestataires et des services sont conformes à l'ensemble des règles. On aura en plus quelques contraintes, notamment en cyber, avec tout ce qui va être pen test. Et donc là, c'est pareil, c'est très cadré, c'est très normé. Les pentesters vont devoir utiliser de l'OSINT, hein, c'est clairement explicité dans le référentiel Tiber de la Banque de France. Mais également, faire très attention, s'ils ont des programmes conçus pour attaquer, ça ne peut être utilisé que dans le cadre d'un contrat extrêmement précis et détaillé pour faire le pentest auprès d'une société. Il est illégitime de faire du pentest en avance de phase pour ensuite aller demander
entre guillemets, une sorte de racket. J'ai détecté une intrusion, je vous menace et je vous demande de l'argent pour y remédier. Et puis, le recel, qui est clairement la notion la plus importante quand on fait de la CTI, être sûr et avoir pris toutes les garanties nécessaires que son prestataire de service ne fait pas lui-même du recel, voire qu'il n'utilise pas des fournisseurs de données tiers qui lui fourniraient via des API ou via d'autres systèmes des données elles-mêmes provenant de recel, puisque le recel, ça condamne l'ensemble de la chaîne, à la fois le vendeur, mais également l'acheteur. C'est comme la corruption, hein. L'acheteur est tout autant responsable que le vendeur dans le recel. Alors, comment on fait pour éviter? Il y a deux grandes exceptions. La première, c'est si vous utilisez un moteur de recherche qui est agnostique, il est en capacité, grâce aux directives 2031 et au Digital Services Act, à partir du moment où il collecte de façon totalement massive et totalement agnostique de la donnée, la seule façon de savoir si cette donnée est légitime ou illégitime, c'est bien entendu de faire une requête, et donc il y a un déport de responsabilité à celui qui va faire la requête, ce qui est très différent d'une société qui ferait de la collecte de leaks de données en avance de phase et qui ensuite revendrait une base de données illégalement constituée. Idem si vous utilisez des API qui elles-mêmes ont construit une base de données de leaks de données, vous vous retrouveriez avec de la donnée noire au sein d'un service, ce qui, si on prend un exemple un peu comparable, c'est comme acheter un gâteau et que dans ce gâteau, dans la recette, il y a du hashish, vous achetez du space cake et en France, c'est totalement illicite. L'autre cas de figure qui est possible, c'est d'appliquer le RIFI de la CNIL, c'est-à-dire un mandat extrêmement détaillé que l'on confie à son prestataire ou à n'importe quel fournisseur pour faire des recherches légitimes sur de la recherche de fuite d'informations. Ça veut dire que vous avez déjà une suspicion forte qui vous permet de légitimiser votre action, mais également, ça implique que le prestataire ne l'a pas fait en avance de phase. Typiquement, on peut aller télécharger un leak dans le cadre du RIFI si on le fait a posteriori du mandat en nettoyant tout le downloading de la data pour ne garder que ce qui concerne exclusivement le mandat et la propriété du client. En revanche, si vous vous amusez à télécharger le leak et ensuite signer le RIFI et le réutiliser pour d'autres clients, vous êtes dans l'illégalité, dans l'illégalité. Et donc là, vous avez des risques d'atteinte au stade, voire d'atteinte au RGPD, voire de recel de données. Donc, il est vraiment primordial d'appliquer le RIFI lorsqu'on achète des prestations de services et lorsqu'on achète des solutions logicielles, bien faire le nécessaire pour vérifier, quelle est la provenance de la donnée. Est-ce que c'est des tiers qui ont fourni la donnée à votre prestataire et est-ce que ces tiers sont conformes à la législation? Et est-ce que la donnée, elle est bien obtenue de façon agnostique par des moteurs de recherche, c'est ce qu'a exactement le métier d'Aleph, ou si cette donnée a été collectée en avance de phase, là, vous prenez à nouveau les risques détaillés précédemment. Donc, c'est un univers extrêmement borné, avec des risques juridiques extrêmement détaillés, et de la jurisprudence. On pense bien sûr à Bluetooth, mais on pense bien sûr à toute la jurisprudence d'introduction dans des systèmes de données. Si vous faites un scan massif d'IP, vous pouvez regarder si les ports sont ouverts, mais vous n'avez bien entendu pas le droit de rentrer par des ports qui ne seraient pas des ports publics pour aller vérifier ou collecter de la donnée, sauf si vous êtes dans une démarche de pentest sur vos propres serveurs avec vous-même qui avez donné un mandat. Donc, un cadre très strict, des sanctions lourdes, de la jurisprudence et une accélération des contrôles de la CNIL et de l'ANSSI, tout particulièrement porté par l'IA pour vérifier si les bases de données qui ont été utilisées pour entraîner l'IA est bien légitime ou si celle-ci fait l'objet de contenus illicites. Donc, il est possible de faire l'ensemble de ces démarches, mais il faut respecter le cadre juridique pour ne pas ajouter un risque pour prémunir d'un autre risque. Bien. Alors, on a parlé des cadres avec Nicolas et puis des cadres plutôt réglementaires et juridiques avec Victor. On va descendre
on va dire, au niveau de l'organisation et de l'entreprise, en rappelant en tout cas quelques grands principes. Hein. C'est en fait ce que l'on peut déjà constater, nous, en tant qu'éditeurs au contact d'organisations, c'est que la CTI, en fait, aujourd'hui, elle concerne évidemment en premier chef tous les risques d'intérêt, ou en tout cas avec une portée cyber ou digitale, mais on se rend compte aussi que il y a la convergence de deux grands services qui sont les services cyber avec les services sûreté, avec la recherche de menaces qui pourraient avoir une portée évidemment digitale sur les systèmes d'information et perturber l'organisation de l'entreprise, mais aussi sur des risques physiques. Ça, c'est super important d'avoir ce premier élément. Ce que l'on peut dire aussi aujourd'hui, c'est que, en tout cas, il ne peut pas y avoir d'attaque sans données préalables. Ce que l'on sait, c'est que les criminels font de la collecte d'informations de manière massive et organisée, et dès lors qu'ils ont assez de matière, ils tentent une attaque, mais elle a besoin d'être scénarisée en amont. Et puis la première des choses aussi, la dernière des règles, c'est que une fois qu'on a été attaqué, on est souvent après, de fait de la republication de ces données dans les circuits, dans les couches les plus basses du web, fait qu'on est possiblement et très régulièrement réattaqué par la suite. Jimmy. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est ce qui peut intéresser les cybercriminels, c'est, on va dire, tout type de documents qui vont pouvoir avoir une portée sur la vie de l'entreprise. Évidemment, la vie de l'entreprise, ça va être les factures, les contrats, les personnes, les emails, etc. Et de ça, on va pouvoir en faire un certain nombre de choses. Mais tout ce qui est pour des sujets plutôt physiques, on va avoir tous les éléments qui sont liés à la communication de l'entreprise. Une entreprise qui pourrait être dans le monde pétrolier, par exemple, avec des gens qui peuvent perturber une assemblée générale, vont se servir d'un certain nombre d'informations qui peuvent circuler. Et ça peut être aussi une menace d'image, une menace physique, une menace de vol, etc. Donc la menace en fait physique n'est pas moins à considérer que la menace digitale. Et en ce sens-là, cette recherche de menaces un peu tous azimuts se concentre en fait sur la mise à disposition claire de tout type d'informations qui concernent l'entreprise. Donc, on va trouver évidemment les éléments qui sont liés à la vie de l'entreprise en elle-même, les contrats, etc. Tous les éléments de communication, mais aussi toutes les activités industrielles de l'entreprise qui peuvent, au bout d'un moment ou à un moment donné, servir de levier pour faire une attaque. Si on prend l'exemple de la fiche de paye, en fait, il y a différents sujets. Le sujet que l'on va connaître, évidemment, c'est la récupération d'une information importante sur celle-ci, les capacités que l'on va avoir soit de faire chanter, soit d'organiser du ransomware, ou en tout cas de nourrir, de générer du phishing par différents moyens, etc., de pouvoir détourner du salaire. Ce sont des risques tout à fait réels qui portent atteinte évidemment à l'entreprise, mais aussi à la victime en elle-même, qui est le salarié. Il y a des éléments qui sont à rappeler, hein, c'est-à-dire en fait, quand on constate la mise à disposition, la publication en clair d'une fiche de paye dans le dark web, par exemple, la priorité, c'est quand même d'informer le salarié et de l'informer des risques, en tout cas de la vigilance à apporter sur ce type de demande qui pourrait être liée à sa fiche de paye. Ça veut dire aussi de généraliser ce qu'on appelle le double check, hein, c'est-à-dire en fait, quand on est salarié, ça va être de vérifier la provenance d'une information qui concernerait sa fiche de paye, sachant qu'on a été informé préalablement de la disposition de celle-ci dans le dark web. Mais ça va être aussi le double check, par exemple, quand il y a le service de la comptabilité RH qui reçoit une demande pour changer un RIB, par exemple, parce que ça peut être du détournement de salaire, par exemple, dans ces cas-là. Donc, c'est tout à fait important d'être informé, on va dire, au plus tôt de la mise à disposition dans le dark web d'une information qui pourrait porter atteinte avant même que l'attaque, ou en tout cas que la tentative d'attaque ne survienne.
La facture aussi, et c'est un élément qui est assez commun et que l'on trouve dans le dark web. Évidemment, elle va servir à d'autres choses, hein. Ça peut être de la fausse tentative de phishing, parce que là, c'est assez facile. On a plein de choses dans une facture. On a la nature du contrat, on a la société émettrice, on a la société cliente, on a la date du renouvellement du contrat, on a les montants, évidemment. Donc, faire un faux, c'est assez facile pour les pirates, et à ce moment-là, de l'adresser à une comptabilité, c'est assez évident de savoir qu'à partir du moment où une facture est mise en libre circulation dans le dark web, on risque et on est en capacité de savoir une des possibilités d'attaque. Et à ce moment-là, la généralisation aussi du double check, ou en tout cas de la vigilance, est à apporter, puisque évidemment, informer l'entreprise émettrice, en tout cas la vraie, celle dont la facture se trouve dans le dark web, de l'existence de celle-ci, informer évidemment la comptabilité de ce fameux double check. Hein. Si je reçois une facture émise par cette entreprise-là en particulier, avant de cliquer dans le moindre lien ou dans la moindre proposition de discount, et bien finalement, il est nécessaire de s'assurer de la bonne réalité de cet envoi. Et ça permet de se protéger. C'est tout un dispositif, on va dire, de bon sens, mais qui permettent à la fois de rappeler les règles, la vigilance, de faire pourquoi pas de la sensibilisation interne. Tous ces éléments-là, on va se servir de ces éléments-là pour pouvoir réduire son risque. Et puis la surface d'attaque, alors là, on est plutôt sur les parties, non pas le dark web, mais plutôt le clear web, en fait. Hein. Une société, c'est un site web, évidemment, mais de ce site web, il y a toute une série de liens qui vont être nécessaires, on va dire, pour fonctionner, des serveurs de prod, des serveurs de développement, des serveurs de staging, des sites de communication, etc. Tous ces sites-là sont nécessaires à l'activité de l'entreprise, mais en réalité, ce qui se passe, c'est que tout le monde n'est pas forcément informé de l'ouverture ou de la fermeture d'un site de l'entreprise. Je pense notamment à un site événementiel, par exemple, qui a été monté sans que forcément, ou peut-être sans nécessairement informer la DSI de l'ouverture de ce site. Et pour autant, quand il y a un site événementiel avec un formulaire d'inscription et autres, ou un élément, une page de connexion, par exemple, ça peut représenter une porte d'entrée pour entrer dans le SI et après générer toute une série de menaces à l'intérieur de celui-ci. Donc évidemment, de pouvoir être en capacité de mesurer en quelques clics la surface globale de l'attaque de l'entreprise, ben, c'est particulièrement nécessaire et ça réduit d'autant le risque que l'on pourrait avoir. Alors, on va passer aux questions si vous en avez. Les intervenants, n'hésitez pas à ajouter des éléments si vous en avez. Pour être très clair, hein, le simple fait de monitorer et de savoir ce qui est à l'extérieur de votre système d'information et qui a été publié dans des zones à risque va vous permettre de ne pas subir. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir des tentatives d'attaque, mais que vous serez en mesure, avec des mesures de bon père de famille et de gestion et de formation en interne et d'alerte en amont, d'être en capacité d'éliminer une grande partie du risque. On va prendre un exemple très concret. Vous devez tous recevoir en ce moment des SMS vous proposant de payer votre amende en taille parce que vous avez eu un phishing ou que votre plaque d'immatriculation associée à votre numéro de téléphone est sortie dans des bases de données qui sont présentes dans le dark web. Comme vous savez que jamais les amendes ne se relancent par SMS, ni même qu'il ne faut cliquer sur le lien pour payer en ligne l'amende de 25 €, vous n'allez pas considérer que c'est une information qui est réelle et donc tomber dans le panneau. Donc vraiment, l'enjeu principal, c'est de savoir. Et quand on sait, on va pouvoir mettre en place des procédures. C'est exactement le cas de ce qui est préconisé dans NIS 2. On attend la transposition officielle, mais dans la matrice EBIOS d'analyse et de monitoring des risques
bien entendu, il faut inclure cette découverte et ce monitoring de ces données à l'extérieur de l'organisation elle-même. C'est encore plus précis dans la réglementation DORA, puisque c'est une obligation qui est faite dans les tests à faire au minimum une fois par an, conformément à l'article 25 de DORA, qui lui est en vigueur depuis janvier 2023 et sanctionnable à partir de janvier 2025. Et puis, pour les entreprises de la BITD, on voit bien que le référentiel de maturité cyber de la DGA tend de plus en plus à se rapprocher de ces normes. On a eu le palier 1 qui a été diffusé et on attend les niveaux 2, 3 et 4 du référentiel de maturité, avec un enjeu non pas que de protection à la fois des salariés et des organisations, mais également un enjeu de protection du business. C'est-à-dire que si demain vous n'êtes plus conforme au référentiel de maturité cyber ou si votre donneur d'ordre vous demande de respecter NIS 2 ou DORA, vous avez un risque de ne plus faire de chiffre d'affaires et de ne plus vendre à ces sociétés si vous êtes jugé non conforme. Et donc là, en plus du risque cyber ou physique, comme le détaillait Jérôme, vous avez un risque business, c'est-à-dire vous risquez de perdre du chiffre d'affaires ou de ne plus faire de chiffre d'affaires avec ces donneurs d'ordre. Tu es en mute, Nicolas. C'est pratique de rajouter des choses en mute. Je voulais préciser un petit peu ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que la notion de threat intel était plutôt issue du renseignement pur. Et depuis la numérisation massive, depuis l'arrivée des normes, depuis une prise de conscience, on a des choses qu'on fait souvent, hein, mais la partie cyber a dû à la fois être acteur de la threat intel et à la fois est maintenant dans l'obligation d'aller un petit peu plus loin que le juste système d'information. Donc, une des complexités, c'est trouver les outils qui répondent à ce nouveau paradigme assez large. Donc, ça veut souvent dire plusieurs outils. L'outil qui fait tout n'existe pas encore. Peut-être qu'un jour, il existera. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire, bon, c'est bon, j'ai fait le travail de threat intel, j'ai tel outil, j'ai fait telle démarche, j'ai fait le boulot. Non, là, il va falloir travailler sur pas que le système, donc les menaces externes humaines qui passent par le numérique, et en plus, il va falloir se poser la question des fournisseurs clés. Donc, il y a quand même un gros changement de paradigme. C'est pour ça qu'on forme beaucoup. On forme des jeunes, mais on forme aussi des anciens à ce changement de paradigme qui embarque une complexité. Et puis, on forme aussi des prestataires qui nous font aussi des retours terrain. Donc, aujourd'hui, on travaille principalement avec plusieurs structures, dont deux avec qui on travaille très bien et qui ont été certifiés de notre côté sur cette partie-là. C'est UBcom et MyThreats qui, eux, ont cette double casquette qui leur permet de répondre de manière complète et avec une méthodologie. Parce que quand il y a de la complexité, on a besoin de méthodologie. Et l'autre aspect qui est important, c'est que pendant longtemps, on a eu l'avènement des réseaux sociaux où jusqu'à peu, regarder ce qui se passe sur Instagram, c'était considéré comme de la threat intel, voire de la CTI. Je l'ai vu. Hein. Donc, hélas, aujourd'hui, non seulement c'est peut-être pas la bonne cible en termes de sources, hein, entre regarder ce qui se passe dans le dark web en termes d'analyse d'informations qui ont fuité et donc de risques et regarder sur Instagram, on n'obtient pas les mêmes choses et ça ne demande pas la même masse de travail. Donc, le choix des sources dans l'approche méthodologique est essentiel à la qualité et à la charge de travail. Je voulais juste rappeler un chiffre, c'est qu'aujourd'hui, on a oublié que le web, c'était 1,6 milliard de sources. Donc, c'était une zone qu'on ne pouvait pas ignorer dans une analyse de risque en threat intel. C'est
enfin, je n'ai pas trouvé aujourd'hui de personne qui arrive à me justifier factuellement de ne pas regarder ce qui se passe dans les web dans une démarche de threat intel. Ce n'est plus possible aujourd'hui de fuir cette zone-là. Et donc, il faut les bons outils, il faut les bonnes personnes et les bonnes méthodes. Et là, je vais rejoindre Victor. Il y a une pratique, on ne peut pas couvrir un risque en générant un autre risque. C'est-à-dire le risque de prendre n'importe quel outil en disant « j'ai fait le boulot », sans se poser la question de la légalité. Si je ne pose pas cette question-là, j'embarque un risque juridique pour couvrir un risque et donc se pose la question, je vais devoir comparer des risques. Est-ce que je prends le risque juridique ou pas? Soit de ne pas être aux normes, hein, c'est une possibilité, soit d'être aux normes, mais d'utiliser un produit qui, lui, n'est pas conforme. Dans ce cadre-là, je peux le faire. Ça veut dire que dans ma matrice IBIOS d'analyse de risque, je dois intégrer un risque juridique sur l'utilisation d'un outil qui couvre un autre risque. Donc voilà ce que je voulais dire en termes de petits retours. Peut-être juste répondre aux questions qui sont dans le chat. Pour Mélina, quelques exemples concrets de cas. Je peux vous citer une maison de Champagne qui avait donné accès à son comptable pour faire des virements. Le hacker a eu accès à des informations très concrètes, contractuelles de la maison de Champagne et a fait faire des virements par le comptable alors que c'était des virements frauduleux. Et on parle de centaines de milliers d'euros qui sont partis dans la nature. Donc on voit bien que c'est l'exposition des tiers qui là a donné un impact et avec une procédure de double check ou en tout cas de validation par le virement de la société qui n'a pas forcément été respecté par le comptable et par la banque. Un autre cas qui est peut-être un peu plus folklorique, mais sachez que les sites de rencontres extra-conjugaux sont régulièrement victimes d'attaques et que très souvent, des gens se font clairement blackmailer sur leur vie personnelle et qu'on leur réclame à minima des accès pour rentrer dans le système comme si avec des logins mots de passe pour rentrer sur un système qui est ouvert pour le télétravail, voire des informations confidentielles. Et le racket est quelque chose qui arrive beaucoup plus souvent, malheureusement, qu'on l'imagine. Pour répondre très rapidement à la question de Wilfried, si vous constatez des fuites de façon fortuite ou inopinée ou sur lesquelles vous êtes tombé sans aucune volonté d'aller les rechercher, vous pouvez bien sûr, dans le cadre du lanceur d'alerte, informer les sociétés en question de la présence de ces données pour qu'elles puissent, les vérifier par elles-mêmes et prendre les mesures nécessaires. S'il n'y a pas de transfert d'argent ou de rémunération, on est bien là dans le cadre des lanceurs d'alerte. Et bien entendu, on encourage tous ceux qui, par curiosité, se baladent dans des zones à risque, lorsqu'elles voient une atteinte à des organisations ou à des personnes, d'informer. C'est même une obligation, notamment quand on est face à des atteintes aux personnes. Et sur quelle plateforme alerter? Ça sera plutôt effectivement directement la personne qui est alertée, qui, elle, prendra contact avec les services d'État. Vous ne pouvez pas faire de lancement et sinon, ils sont déjà sous l'eau. Donc, on contacte, nous, on le fait régulièrement, hein. On contacte les personnes, nous, les structures, en leur disant, en étant très soft, pas de démarche commerciale, en étant très, très neutre, de dire, voilà, j'ai trouvé telle information, vous avez tel risque, c'est juste une alerte. Et c'est à eux ensuite de prendre contact avec l'État sur ces sujets. Pour répondre à Guillaume sur sa question de la recherche d'intelligence économique, va y avoir deux enjeux. Le premier, c'est où était la donnée, c'est-à-dire que si c'est de la donnée qui est volontairement publiée par une organisation ou un schéma d'organisation qui est diffusé, vous allez bien sûr pouvoir mettre cela en place pour mieux comprendre la compétition de façon légitime. Par contre, si vous bypassez la frontière et que vous allez rechercher de l'information qui n'a pas été volontairement publiée ou qui n'est pas en libre accès et libre de droit,
vous êtes à risque de faire de l'intelligence très offensive, voire illégale, qui reviendrait dans un monde physique à, entre guillemets, avoir une taupe dans une organisation qui vous remonterait de l'information de façon illicite. Donc, la démarche d'intelligence économique, tant qu'elle respecte l'ensemble du cadre légal, elle est nécessaire et je dirais même obligatoire, mais vous devez prendre en compte, un, la légalité, et deux, lorsque vous le faites ou lorsque vous mandatez quelqu'un pour le faire, de bien vérifier que vous n'allez pas outrepasser de la publication volontairement publiée ou libre de tout droit, car sinon, vous seriez dans l'ingérence auprès de données auxquelles vous ne devriez pas avoir accès. Je vais juste prendre en complément la question de Marie-Hélène qui portait sur les usages. Est-ce qu'ils sont plus étendus que simplement la maîtrise ou l'anticipation des risques? Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une évolution des usages chez Aleph. Évidemment, on a des solutions qui permettent de détecter dès qu'un document est paru et mis en libre circulation dans le dark web, mais on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre d'usages aussi qui commencent à monter. Je pense notamment à tout ce qui est la préjudiciarisation, c'est-à-dire en fait, une fois l'attaque menée, une fois qu'on a besoin de se remettre et qu'on a besoin aussi de porter, pourquoi pas au judiciaire, ces attaques-là. Donc, on a besoin de faire de la recherche d'informations et de tracer un certain nombre d'informations clés et d'apporter des preuves. Je pense notamment aussi à l'assurance et aux assurances qui vont couvrir ces risques-là. Donc, sur la détection, on va dire, du ou des faits générateurs qui vont permettre d'identifier un tiers, pourquoi pas. Mais il y a d'autres usages aussi qui sont intéressants et qui sont un peu plus à la marge, mais qui couvrent un impact assez fort. Là, on n'est pas vraiment dans l'anticipation des risques, quoique c'est des sujets du M&A, par exemple. On est dans le cadre d'un projet de croissance externe. On a le projet de racheter une société et de faire, dans le cadre de la due deal, un check sur les données de cette entreprise projetée qui serait en libre circulation dans le dark. Ça permet, on va dire, de se protéger via la garantie de passif d'un certain nombre de risques, parce qu'une fois acheté, et puis au bout de 15 jours, si l'entreprise se fait dépouiller, qui prend la responsabilité? Donc voilà, ça fait partie des évolutions que l'on peut constater, qui sont un petit peu complémentaires à celles que l'on a présentées juste avant, mais peut-être que ça permettra de répondre à la demande de Marie-Hélène. Et ça permet, Jérôme, pour être encore plus complémentaire, vous avez également potentiellement un risque que vos clients ou vos prestataires qui vous ont confié de la donnée, que vous-même vous avez confié à des tiers, qui eux-mêmes l'ont confié à des tiers, si elle sort, de pouvoir demander des comptes à des chaînes de responsabilité, parce qu'il est très probable que votre client vous attaque vous, vous êtes responsable, donc vous risquez une quote-part du risque, que ce soit RGPD ou que ce soit de la violation du secret des affaires, mais également vous pourrez démontrer que tout ou partie de cette responsabilité est partagée avec vos fournisseurs, puisque vous les aviez vous-même confiés à vos fournisseurs. Alors, ça n'exclut pas du tout votre irresponsabilité, vous serez considéré comme responsable, mais vous pourrez démontrer que vous n'êtes pas 100% responsable et partager le risque juridique et pénal que vous pourriez avoir dans le cas d'un client qui vous attaquerait si leurs données ont fuité. Avec, je le rappelle, une notion qui est devenue extrêmement massive en termes de fuite de données. C'est la Cour de justice européenne qui, en décembre 2023, a confirmé que le simple fait que de la donnée soit diffusée dans des zones à risque, notamment dans le dark web, ce qu'on appelle une fuite de données, vous rend responsable, même si les données de la personne ou de l'organisation n'ont pas été utilisées et n'ont pas démontré une usurpation d'identité ou autre, mais vous pouvez être responsable du fait que la personne dispose, conformément à la Cour de justice européenne, d'une atteinte et d'un risque. Et donc, elle peut vous rendre responsable de ce risque, même si ce risque n'a pas encore eu lieu. Vous avez là le cas, ce qu'on appelle du préjudice moral, du fait que les données que vous avez confiées à un tiers de confiance ont fuité. Et donc, vous avez, en plus du risque cyber, physique et business, un risque juridique
que vos clients vous attaquent si jamais vous étiez victime ou si l'un de vos fournisseurs était victime de données auxquelles on vous a confié la gestion et la sécurité de celle-ci. Ce qui veut dire, c'est très très intéressant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la justice considère que toute fuite de données génère un impact avéré. C'est-à-dire que s'il y a de la donnée qui a fuité, elle sera exploitée. Donc, ce qui veut dire de manière assez simple, si même la justice européenne en est à ce point-là, ça veut dire que si on veut anticiper les attaques, il faut savoir ce qui se passe. C'est aussi bête que ça. Si je ne sais pas ce qu'il y a dehors, je ne pourrai pas anticiper les menaces. Et je sais que si ces données sont dehors, j'aurai des attaques. Donc c'est pour ça que DORA, NIS2, qui sont des outils qui ont été poussés par la Commission européenne, sont bien suite à la constatation que ces données à l'extérieur du système génèrent des menaces. Donc, dans une démarche de threat intel, je dois naturellement aller chercher ces données-là pour couvrir cette menace-là. Donc, c'est deux métiers qui changent. C'est le métier de la threat intel, du renseignement d'affaires ou de l'intelligence stratégique, où je vais devoir aussi aller dans le monde cyber pour voir si j'ai de l'info. Et dans le monde cyber, aussi, il y a un changement de métier. C'est je ne vais plus pouvoir me suffire que d'aller chercher des IOC, c'est-à-dire des indices de compromission sur des sites qui ne sont pas les miens. Je vais devoir me poser la question de la surface d'exposition, par exemple, de mes fournisseurs, des fuites de données de mes fournisseurs. Est-ce que mon avocat n'a pas de la donnée dehors? Est-ce que mon avocat est lui-même à risque parce qu'il possède des données stratégiques que je lui ai confiées? Et dans confier, il y a confiance. Donc, quand il y a de la fuite de données, il y a une rupture de cette confiance. Et donc, on constate que même le droit qui généralement est en retard, et il est en retard, parce que ce phénomène existe depuis longtemps, il prend de l'ampleur, nous oblige à aller voir au-delà du système ces informations-là. Pour compléter la remarque de Jean-Christophe, que les zones de conflit génèrent par rebond des guerres asymétriques et une grosse activité dans le cyber. Je laisserai Nicolas, qui a écrit un long papier, se focaliser un peu sur l'impact de la guerre en Ukraine et sur la cybersécurité. Mais au-delà même des tensions géopolitiques, nous constatons également une radicalisation forte des activistes violents de tous bords, qu'ils soient religieux, politiques ou écologiques, et que la cyber est un moyen pour eux d'activité, et qu'aujourd'hui, toute organisation prend des positions qui déplaient à certaines personnes et qui sont de plus en plus à l'aise dans le monde numérique et de plus en plus actifs, et qui, s'ils ne peuvent pas passer dans le monde physique, vont passer par des attaques cyber, ou qui vont utiliser le cyber pour organiser des rencontres physiques. Deux exemples très concrets. Une grande entreprise est mécène d'une exposition qui déplaît à certains ou qui peut servir de vecteur de communication à des organisations très activistes et violentes. Vous le savez, de la sauce tomate sur des tableaux, ça existe, c'est réel. Des sociétés qui se font repeindre leur porte d'entrée parce qu'ils ont pris des positions pour la construction d'un autoroute pour leur développement économique. C'est pas que les géants pétroliers ou les grandes banques à qui ça arrive aussi aux PME et aux ETI. Et donc, en fait, l'ensemble de ces données qui sont présentes dans le dark web, c'est aussi est-ce qu'on parle de moi dans des sites et dans des zones à risque pour de potentielles actions à venir? Et est-ce que je suis cité comme une cible et nommément cité? C'est-à-dire que le fait d'être cité, c'est bien, mais il faut aussi pouvoir, et des outils comme Aleph le permettent, de bien contextualiser où est-ce que vous êtes cité. Si vous êtes cité dans de la presse néo-nazie du dark web, c'est beaucoup plus à risque que d'être cité dans Wikipédia. Alors, c'est parfait, Victor, je vais pouvoir rebondir parce que l'exemple que tu donnes, c'est un exemple typique de renseignement d'origine cyber. C'est-à-dire que je vais aller surveiller ce qui se passe dans le numérique et je me rends compte que j'ai identifié un élément numérique qui va provoquer un risque
physique. Donc là, il n'y a plus de séparation forte entre le monde du cyber et le monde du physique, puisque là, on constate que le cyber, ça devient un moyen, ce n'est pas une fin. C'est qu'il faut vraiment se poser la question, et tu l'as bien dit avec cette notion de contexte, quelle est la fin et quel va être l'outil qui va permettre d'agir à ces personnes qui sont des opposants. Donc ça, c'est vrai dans tous les secteurs. Après, pour la notion géopolitique, effectivement, il y a ce que j'appelle une double enclume. Il y a un risque qui est engendré par un double contexte, un contexte endogène, c'est-à-dire qu'on va avoir tout l'activisme intra-français dû à de la pression sociale, à tous ces aspects-là, qui va générer des attaques, qu'elles soient physiques ou cyber, on ne distingue plus les deux, avec des vecteurs accélérants comme les JO, qui vont surexposer. Et puis vous avez aussi un vecteur exogène dans le cadre du conflit. On sait aujourd'hui que certains ransomware sont des armes qui sont utilisées dans un cadre de ce qu'on appelle le cyberguérilla. On n'est pas dans de la guerre pure, on est vraiment dans une notion de guérilla numérique qui est utilisée par la Russie comme un outil de déstabilisation. C'est-à-dire que ce n'est pas juste des activistes, ce sont aussi des activistes étrangers, au sens large, qui sont poussés ou soutenus par des États. Et vous voyez, l'exemple de Lockbit est flagrant. Ça fait 2 fois que les États-Unis et l'Europe essaient de faire tomber leur système, et ça fait 2 fois que c'est un échec, malgré ce que dit la presse. Je vous parle d'articles universitaires. Donc, on voit bien que là, on est dans une hybridation entre le civil et le militaire. Et c'est ce qu'on appelle la guerre hybride. C'est-à-dire qu'il y a aussi un vecteur où la cyber et le numérique, j'aime bien dire numérique parce que c'est plus large, devient un moyen d'action et de déstabilisation. Donc, dans un contexte qui est tendu, chaque événement, là il y a Eurosatory, il y a les JO, il y a plusieurs éléments qui font que ça renforce encore et ça devient des opportunités. Et donc la threat intel, c'est vraiment aller chercher toutes les informations, qu'elles soient numériques ou pas. On peut avoir aussi du renseignement humain, on peut avoir d'autres éléments, du moment qu'on reste dans le cadre légal, qui vont permettre d'anticiper et de prévoir le type d'agression que va subir ma structure. Et donc c'est là où on a besoin de cette ouverture-là et d'aller chercher dans des zones où l'information, on sait qu'elle est très teintée, et le dark web en est un exemple, est très teinté, et aujourd'hui, entre regarder Instagram sur ce qui va se passer comme attaque ou comme menace, ou regarder ce qu'il y a dans le dark web, on n'aura pas la même saveur. J'aurai beaucoup plus de bruit sur Instagram et je risque d'arriver après la bataille. Avec le dark web, j'aurai moins de matière. Par contre, elle sera très teintée. Donc cette notion méthodologique de qualification des sources pour analyser un risque, elle est essentielle. Et c'est un domaine qui existe depuis longtemps. Il n'y a rien de nouveau dans ce qu'on vous dit. Seulement, c'était plutôt des pratiques réservées au monde militaire, et l'hybridation de la guerre a fait qu'on a une nécessité d'apporter ces méthodes et cette rigueur au monde privé. Alors, pour finaliser un petit peu, une fois qu'on a ces alertes, une fois qu'on a cartographié, qu'on a analysé les sources, qu'on a fait la méthodo, qu'on a fait notre matrice de risque, ce n'est pas fini. Effectivement, on a analysé des menaces. Et ensuite, l'idée, quand je vois, c'est qu'est-ce que je mets en face pour agir. Donc là, c'est assez simple, comme le disait Victor, ce sont très souvent des actions de bon père de famille. Il n'y a rien de compliqué. Le plus gros du travail, c'est cette cartographie des risques, cette ouverture, éviter de siloter les responsabilités, et vraiment prendre le risque ou la menace dans son ensemble. Et ensuite, selon les secteurs, je vais avoir des plans d'action
qui vont être soit au niveau de la com, soit au niveau du marketing, soit en interne, soit en renforcement du système, soit ça peut aller jusqu'à la contre-influence. Et ça, il y a des sociétés qui font ça, qui vont, à partir de tout ce qu'on a trouvé en méthode OSINT au sens large, tous les risques que j'ai trouvés, on a des sociétés comme celles que j'ai citées, UBCOM ou MyThreat, qui vont mettre en face des plans d'action de réduction de ce risque-là. Vous déroulez votre plan d'action et vous avez votre matrice de risque dans la méthode IBIOS qui change de teinte. C'est pas très compliqué. Le gros biais, c'est de louper des zones et de faire des choix de se dire je fais pas ça parce que je ferai plus tard. Non, il vaut mieux faire large et moins profond que prendre Instagram et d'aller à fond. Parce que plus l'information est facilement accessible, et ça c'est très important, plus l'information est facilement accessible, plus la probabilité que l'attaque se fasse ou que la menace soit avérée est forte. C'est très très simple. Si pour agresser quelqu'un, j'ai besoin d'un couteau et que le couteau il est sur ma table juste à côté de moi, la probabilité que j'utilise ce couteau, elle est très forte. S'il faut que j'aille chercher un couteau à la cave qui est rouillé et qu'il faut que j'aiguise, la probabilité, elle est beaucoup plus faible. La criticité est la même. Par contre, la probabilité est beaucoup plus forte. Donc, en termes méthodologiques, on va se concentrer sur faire le tour de toutes les typologies de sources. On fait un tour. Et en fonction de ce qu'on trouve, on va s'enfoncer plus ou moins. Donc là, on est vraiment sur la méthodologie. Et ce qu'on constate, c'est que la plus grave erreur, c'est de se dire c'est bon, je fais Twitter, je ferai le dark web plus tard. Non, il vaut mieux faire moins de Twitter, moins de dark web, mais l'idée, c'est d'aller sur chacun des axes. Il y en a 4, base légale, réseaux sociaux, web au sens large, dont évidemment le dark web, et les outils de cyber qui vont détecter des IOC, des sous-domaines ou des points de faiblesse. Il n'y a que 4 grands axes de typologie de source. Il n'y en a pas plus. On a fait l'exercice il y a 2 ans, on a éprouvé le modèle, on n'a pas trouvé d'autre chose. Donc on peut considérer, sauf preuve du contraire, qu'il n'y a que 4 typologies de grandes sources à exploiter dans une démarche de threat intel. Quel que soit le métier, que ce soit de la CTI ou de l'intelligence éco. Même des données cyber peuvent servir pour faire de l'intelligence économique. Par exemple, on arrive à trouver, avec des méthodes assez simples, le taux de pénétration du numérique dans une structure à partir de l'analyse de sa surface d'attaque cyber. C'est une information qui peut servir à de l'intelligence économique. Ce qu'on fait avec nos concurrents. Est-ce qu'on est bon en com relativement à nos concurrents? Je vais faire la surface d'attaque et je vais analyser le nombre de liens presse qui sont sortants du site. Voilà, on a aussi des pratiques cyber dans l'intelligence, jusque dans l'intelligence économique. Et là, c'est du renseignement d'origine cyber. Intérêt cyber, c'est parce que je vais taper le système. Et origine cyber, j'exploite de la donnée numérique pour faire un travail hors de mon système. Voilà un petit peu comment je pouvais clôturer avec quelques réponses. Ça conclut bien. Merci beaucoup aux intervenants et merci aux participants. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet. Je vais l'écrire. Et on est là pour vous accompagner dans toute cette démarche, sur toute la partie détection. Et puis après, soit on accompagne vos partenaires en termes de plan d'action, soit on a des partenaires qui connaissent bien les méthodos et les différentes pratiques qui peuvent aussi vous accompagner sur ces sujets. Et vous avez vu que sur le juridique et le légal sur DORA et NIS2, de la même manière, on a des partenaires qui travaillent très bien sur le sujet, dont les oies du cyber, qui travaillent sur tout le cadrage amont. Nicolas, peut-être juste pour répondre à la dernière question là, de Sun, c'est simple, comment on fait pour scanner? Il faut utiliser des moteurs de recherche et des moteurs de recherche qui font toutes les couches du web et qui peuvent
confirmer leur légalité par des avis d'avocats ou autres. Ils sont peu nombreux, mais on en fait partie et on est à votre disposition pour toute démonstration ou information complémentaire que vous pourriez avoir. Mais c'est vrai que je rejoins Victor, il n'y a pas beaucoup d'outils qui permettent de faire ce travail-là dans le cadre légal, pour l'instant. Merci Wilfried pour le retour. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Merci beaucoup.